Voilà, donc comme je disais, je vais essayer d'être un peu plus large, donc le point de vue médical pour les vomissements gravidiques. Donc ces vomissements gravidiques, ils sont connus depuis l'Antiquité. Les nausées et les vomissements sont des manifestations connues du premier trimestre de la grossesse. Les premières traces écrites datent d'un papyrus égyptien de 2000 ans avant Jésus-Christ. Il signe souvent le début de la grossesse et loin d'être péjoratif, ça peut amener certaines femmes à se réjouir de les voir apparaître. Les symptômes sont la combinaison de plusieurs signes cliniques, des nausées, des hauts le cœur, c'est des spasmes mécaniques, des vomissements et des aversions alimentaires ou des aversions pour les odeurs. Classiquement, ils débutent à la 6e semaine, ils sont maximum à 9 semaines d'aménorrhée et cessent habituellement avant la 16e semaine. 50% des femmes sont soulagées avant la 14e semaine d'aménorrhée, 90% d'entre eux sont soulagées avant 22 semaines d'aménorrhée. En moyenne, 77% des patientes ont des nausées, des vomissements s'étalant sur 35 jours et ces troubles sont présents tout au long de la journée pour 80% des patientes alors qu'ils sont seulement matinaux dans 20% des cas. Donc, c'est dire la longueur et la durée donc longue de ces manifestations. Les nausées et vomissements gravidiques n'ont pas de retentissement sur le déroulement de la grossesse, sur l'état de santé de la mère et de l'enfant, ce qui est à l'opposition de l'hyperémesis gravidarum, une entité particulière qui est donc caractérisée par des vomissements sévères, prolongés, associés à une perte de poids supérieure à 5% et une cétonurie. Les conséquences maternelles sont considérables. Il peut être compliqué par une déshydratation, des troubles électrolytiques, une insuffisance rénale, même une dénutrition sévère, une carence vitaminique, notamment la carence vitaminique en vitamine B1 qui peut causer rarement des encéphalopathies de Gait-Wernicke. Il peut être compliqué de syndrome de Mallory-Weiss. Il s'agit d'ulcération du bas œsophage, donc dû à ces vomissements incessants. Et on n'oublie pas le retentissement psychologique de l'hospitalisation en cas d'hyperémesis gravidarum. Ces symptômes, donc, du point de vue épidémiologique, sont les plus fréquents du début de la grossesse. Ils concernent 50 à 80% des femmes. Comme je le disais, ils débutent précocement dès la 4e semaine et se terminent à 20 semaines d'aménorrhée, mais peuvent être présents jusqu'au 3e trimestre pour 23,5% des patientes. 40% des patientes ont des symptômes d'intensité légère, 46% d'intensité modérée et 14% d'intensité sévère. L'hyperémesis gravidarum, quant à lui, c'est la forme la plus grave. Il touche environ 0,3 à 2% des grossesses et c'est la principale cause d'hospitalisation durant la première moitié de la grossesse. Donc, vu cette intensité et la durée prolongée de ces symptômes, vu la fréquence donc de la grossesse elle-même, le dépistage et la prise en charge précoce des nausées et des vomissements sont recommandés puisque ça a des effets majeurs sur la santé de femme, sur sa qualité de vie qui se voit vraiment altérée et on n'oublie pas les répercussions financières sur le système de santé. Les facteurs étiologiques de cette pathologie ne sont pas clairement établis. Elles résultent d'une stimulation excessive du centre bulbaire de vomissement et leur étiologie est probablement multifactorielle. Comme parlait Dr Bouguerat tout à l'heure, donc ces étiologies, c'est au stade d'hypothèse actuellement, plein d'hypothèses sont émises. La plus importante, c'est l'hypothèse hormonale, notamment l'ACG, le Human Chorionic Gonadotrophy. Cette thèse est émise puisque le pic de sécrétion de ACG est situé au premier trimestre, puisque cette hormone la valeur de cette hormone est corrélée positivement avec l'hyperémesis gravidarum. Donc, l'hypothèse hormonale quant à l'ACG est très plausible. La deuxième hormone, c'est la TSH. En fait, l'hormone chorionique a une homologie structurale très importante avec l'ACG et donc l'ACG a un effet TSH-like. Les oestrogènes, la thèse de l'oestrogène a été évoquée puisque on assiste toujours à des nausées et des vomissements chez les femmes qui sont sous pilule œstroprogestative. Donc, ça a été supposé. La prolactine, elle est extrêmement proportionnelle à la survenue de ces nausées. Et les récepteurs d'HT3, par analogie,
donc à ces vomissements au cours de la chimiothérapie, donc et le blocage de ces récepteurs donc entraîne une diminution de ces nausées. L'hypothèse vitaminique, elle est très plausible aussi. Les nausées et vomissements sont associés à la carence vitaminique en préconceptionnel. L'hypothèse digestive, là aussi, ça reste des hypothèses, mais ils ont leur fond puisque les modifications gastriques sont observées avec l'imprégnation hormonale au cours de la grossesse. On peut assister à une tachyarrhythmie due aux œstrogènes, une tachygastrique ou bien des troubles de la vidange gastrique. L'infection AHP, quoique cette infection est très répandue dans notre pays, elle est de plus de 90%. Donc, l'infection AHP peut être associée à ces nausées et vomissements, quoique les études jusque-là sont contradictoires et la piste de traiter HP avant la grossesse est actuellement posée. Les autres hypothèses, l'hypothèse olfactive, puisqu'il y a une hyperosmie chez la femme enceinte, et il a été montré que ces nausées sont peu importantes chez les femmes anosmiques. L'hypothèse vestibulaire, par analogie à tout ce qui est mal de transport, et les femmes qui présentent des mal de transport sont plus à risque de faire ces nausées. L'hypothèse psychosomatique, elle a été toujours posée puisque ces problèmes d'ambivalence au cours du début de la grossesse, les problèmes donc d'image de corps, ça a été aussi supposé. Et l'hypothèse prophylactique, une hypothèse peu posée, qui consiste à dire que il y a une certaine lutte naturelle contre des aliments qui peuvent être potentiellement toxiques pour la grossesse. En somme, il y a des facteurs de risque qui favorisent ces nausées. L'hérédité, la génétique, une femme qui a sa mère ou sa sœur qui ont des nausées et des vomissements est plus à risque d'avoir elle-même des nausées au début de la grossesse. Les femmes jeunes sont plus à risque de faire ces nausées et ils font des formes beaucoup plus intenses. L'insuffisance pondérale, notamment un BMI inférieur à 20, a été associée à la survenue de ces nausées et vomissements. Les antécédents obstétricaux, donc les nausées sont plus associées à des femmes qui ont peu de grossesse, donc l'unipare, les antécédents de fausse couche, de mort fœtale in utero, de grossesse extra-utérine. Un terrain somatique prédisposé, donc les femmes qui ont des antécédents de migraine, de nausées sous pilule ou de mal de transport sont plus à risque de présenter ces signes symptomatiques de la grossesse. Les facteurs socio-économiques, donc il a été montré que la fréquence est moins élevée de ces nausées chez les femmes de type cadre que chez les femmes au foyer ou ayant une profession de type ouvrière. Un statut économique faible augmente le risque de nausées et de vomissements, très probablement par une exposition à des risques liés au travail, à l'accès de soins ou au mode de vie. Il y a des facteurs protecteurs, notamment le tabac. Il a été montré que les femmes tabagiques font moins de signes sympathiques de la grossesse, très probablement par une interaction avec les œstrogènes, ou bien avec une diminution de goût et de l'odorat chez les femmes fumeuses. Donc, c'est l'hypothèse de l'hyperolfaction. Les facteurs protecteurs aussi, donc il y a notamment la supplémentation vitaminique en périconceptionnel. Donc, on est devant des femmes enceintes en début de grossesse. On est en droit de poser soit le diagnostic de nausées et vomissements gravidiques idiopathiques, on n'a pas de cause. Sinon, il y a les étiologies connues, c'est-à-dire si on est devant une grossesse gémellaire ou une mole idatiforme où le taux d'ACG est très élevé. Donc là, c'est des nausées qui peuvent être expliquées donc par ces situations obstétricales. Mais surtout, il ne faut pas passer devant les causes non obstétricales. Et les diagnostics donc de nausées, vomissements matinaux gravidiques restent des diagnostics d'exclusion. Les causes non obstétricales, donc tout à l'heure mon ami le chirurgien a cité ces causes principales de nausées et de vomissements, notamment l'appendicite, l'occlusion intestinale, le cholestite et la pancréatite. Pour tout ce qui est pathologie médicale, la liste elle est encore plus longue.
Je commence, puisque je suis gastro, par la pathologie gastro-intestinale et hépatique. Il peut s'agir de gastro-entérite. Donc, la gastro-entérite, dans ce contexte-là, les vomissements ne seront pas seuls. Il faudrait chercher des troubles de transit à type de diarrhée, une toxi-infection, chercher par l'anamnèse une notion de toxi-infection collective, de notion de repas suspects. Donc, tout ça peut nous orienter vers la gastro-entérite. Le traitement serait des antiseptiques intestinaux. Sinon, en cas de fièvre, de toxi-infection, on peut être amené à mettre des antibiotiques, donc comme chez les femmes non enceintes. Les gastrites et les ulcères duodénales, ils n'ont pas de fréquence plus élevée chez la femme enceinte, mais c'est une pathologie qui est fréquente dans notre pays, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque la prévalence de HP, la principale cause de ces gastrites et des ulcères duodénaux, donc il a une prévalence dans notre pays qui est supérieure à 90%. Donc le problème, c'est pas vraiment ces pathologies. Le diagnostic, il est facile, donc il faudrait à l'anamnèse chercher des antécédents d'ulcères gastro-duodénal. La sémiologie fine de l'interrogatoire va révéler la nature de ces vomissements, va révéler la présence de douleurs de type ulcéreux, des douleurs qui sont calmées par le repas, qui sont déclenchées par le jeûne. Et donc va nous amener à mettre un traitement anti-HP. Le problème dans ce cas, c'est l'intolérance de ce traitement. Dans notre pratique quotidienne, donner une quadrithérapie chez ces femmes enceintes pose un peu problème. C'est des femmes qui ont déjà leur lot de vomissements et donc le traitement anti-HP qui est à base de clarithrol et de flagyl, deux antibiotiques comme vous le savez qui sont très mal tolérés, peut poser problème. Donc si on n'est pas dans l'urgence de traiter ces ulcères, on peut se contenter par des IPP. L'HP n'est pas une urgence à traiter et donc on peut soulager, sauf pour les ulcères compliqués bien sûr, mais on n'est pas dans l'urgence de traiter l'HP. On peut commencer par des IPP, soulager la patiente et délayer la cure anti-HP en fin de grossesse. Ce qui est des hépatites virales et médicamenteuses. Au fait, l'hyperémesis gravidarum ou bien les vomissements importants peuvent être associés à des transaminases qui sont élevées. Donc là, il faudrait ne pas passer à côté des hépatites intercurrentes, notamment, donc on est un pays endémique jusque-là de l'hépatite B et le A, il est en recrudescence vu la dégradation des conditions socio-économiques. Les femmes sont jeunes. L'hépatite A n'est pas très loin, donc il faudrait penser à demander toutes les sérologies virales, notamment la sérologie de l'hépatite A et les IgM anti-VHA. Il faut pas oublier les hépatites médicamenteuses, l'anamnèse est très importante, donc il faudrait s'enquérir de la prise médicamenteuse, ne pas oublier les prises médicamenteuses cachées, qui ne sont pas avouées par la patiente, dans ce contexte parfois de non-désir de la grossesse. Donc, il faudrait vraiment être méticuleux, savoir approcher la patiente pour parfois révéler la prise médicamenteuse dans un but d'IVG inconscient. Donc, c'est l'anamnèse qui reste très importante dans ce contexte. Deuxième pathologie médicale qui peut être très fréquente dans ce contexte de grossesse, l'infection urinaire ou la pyélonéphrite. Donc, les vomissements sont là, mais ce n'est pas au premier plan. Le premier plan, c'est la fièvre, c'est la pollacurie, l'urgenturie, les douleurs lombaires. Donc, c'est l'importance aussi de l'anamnèse, des antécédents de lithiase urinaire, de l'examen clinique. Il peut s'agir de colique néphritique simple ou bien d'insuffisance rénale, jusque-là méconnue. Les causes neurologiques, et ça, une expérience personnelle, donc mettre les vomissements sur le compte de la grossesse et ne pas examiner la patiente pour passer à côté d'une méningite ou d'une hypertension intracrânienne, on en a vu. Donc, c'est l'importance de l'anamnèse, l'antécédent de céphalée, de migraine, mais aussi l'examen, chercher un nystagmus, là aussi, la sémiologie fine de l'interrogatoire, c'est des vomissements qui sont faciles, qui sont en G,
qui soulage la patiente, contrairement aux nausées et vomissements gravidiques qui ne sont pas très soulagés après les vomissements. Donc, il faudrait chercher une anamnèse donc bien particulière quant à la sémiologie des vomissements, mais aussi un examen clinique qui cherche des signes méningés, un nystagmus ou bien une confusion lors de l'interrogatoire. Donc, il peut s'agir de migraines, de méningite, d'hémorragie méningée, d'hypertension intracrânienne ou même de tumeurs intracérébrales. Les causes endocriniennes et métaboliques, le diabète, il est connu pour ses répercussions sur le tube digestif. Il cause une gastroparésie diabétique qui est très fréquente, ou bien c'est les complications de diabète, notamment l'acidocétose, qui peut être à l'origine de vomissements très importants. L'autre cause endocrinienne, c'est l'hypercalcémie. Donc, l'hypercalcémie, elle donne des vomissements par le biais de troubles électrolytiques, mais aussi l'hypercalcémie peut causer des ulcérations gastriques qui peuvent être aussi à l'origine des vomissements. Cette hypercalcémie, elle peut être en rapport soit avec une hypervitaminose D, une hyperparathyroïdie ou une pathologie osseuse, notamment des métastases osseuses ou une maladie donc osseuse autre telle que le Paget. L'insuffisance surrénalienne, la maladie d'Addison aussi peuvent donner des vomissements qui peuvent être mis sur le compte des cénosées gravidiques, alors qu'il n'en est pas le cas. Particulièrement l'hyperthyroïdie dans ces causes endocriniennes, il faudrait savoir qu'il y a une hyperthyroïdie gravidique transitoire qui est présente chez 18% des femmes enceintes. Comme je le disais tout à l'heure, donc il y a une homologie structurale très importante entre l'ACG et la TSH. Donc l'ACG va prendre cette place de TSH qui va activer la formation dans la production des hormones thyroïdiennes. Donc, elle est liée à la stimulation directe de la thyroïde par l'ACG et il y a une corrélation positive entre la sévérité des vomissements gravidiques et le degré de l'hyperthyroïdie transitoire. Faut-il traiter l'hyperthyroïdie transitoire? Non. Les antithyroïdiens de synthèse sont iatrogènes et le traitement serait symptomatique de ces vomissements. Cette hyperthyroïdie va se résoudre spontanément à partir de la 15e semaine d'aménorrhée. Autre étiologie médicale, il y a la prise médicamenteuse, notamment le fer. On est très facilement amené à prescrire du fer chez les patientes enceintes, alors que le fer il a une très mauvaise tolérance digestive. Donc, il faudrait l'éviter pendant le premier trimestre de la grossesse, notamment parce que les besoins en fer de la femme en premier trimestre ne sont pas très importants. Il faudrait plutôt associer de l'acide folique et non pas du fer. Les médicaments opioïdes, je reviens toujours à l'anamnèse, à la prise de ces médicaments secrètement, notamment les opioïdes, qui peuvent être présents dans les antalgiques, les médicaments codéinés, mais il faudrait pas oublier les tendances toxicomanes. Les causes ORL, toutes les causes qui peuvent entraîner des vertiges, donc doivent être cherchées. Ces patientes donc qui ont des anomalies du réflexe cochléo-vestibulaire, donc qui sont déjà connues mais qui s'aggravent au cours de la grossesse. Et les étiologies psychiatriques, notamment les troubles de comportement alimentaire qui peuvent être aggravés au début de la grossesse par cette perturbation de l'image de soi et de l'ambivalence par rapport à la grossesse. Donc, la démarche diagnostique, j'insisterai pas assez sur l'anamnèse, la prise médicamenteuse, la sémiologie fine, donc de la nature de ces vomissements. Ils sont alimentaires, ils sont sanguinolents, ils sont fécaloïdes pour évoquer une occlusion. Chercher les antécédents d'ulcères ou de gastrite ou de gastrite AHP et chercher les signes accompagnateurs, notamment les douleurs lombaires, de l'hypocondre droit, céphalée, la fièvre, les troubles de transit et d'autres signes qui peuvent être recherchés selon la démarche. L'examen recherchera une anomalie de constante vitale, la fièvre, la tachycardie, la pression artérielle anormale, trop basse ou trop élevée. Il cherchera une fièvre, des douleurs abdominales, douleurs lombaires à l'ébranlement, des douleurs de l'hypocondre droit. Il recherchera les signes de méningisme, donc notamment une raideur de la nuque, une photophobie, une confusion ou une léthargie ou bien un nystagmus. Le bilan biologique peut comporter une NFS, urécréate, donc à la recherche d'une insuffisance rénale, l'ionogramme sanguin, le CBU, le bilan hépatique, calcémie, phosphorémie, glycémie, lipasémie et les hormones thyroïdiennes. Les examens complémentaires, quand demander une fibroscopie, c'est en cas d'échec de traitement ou présence de signes associés, Mélena par exemple,
pour rechercher un ulcère, une œsophagite ou une hernie hiatale, donc qui va aggraver la symptomatologie et surtout un reflux chez les femmes enceintes. L'échographie abdominale et rénale est très contributive dans ce contexte. D'autres examens seront demandés selon l'orientation étiologique. Une échographie cervicale à la recherche d'une hypertrophie des parathyroïdes, d'une IRM cérébrale ou un fond d'œil. La prise en charge n'est pas spécifique, donc elle commence toujours par une évaluation de la gravité et le retentissement fonctionnel, quelle que soit la cause, et le traitement sera spécifique selon la pathologie associés. Donc, pour conclure, les nausées et vomissements sont les plus fréquents des petits maux de la grossesse au premier trimestre. Cependant, derrière ce diagnostic trop facile de vomissement gravidique, il faut toujours penser aux causes organiques chirurgicales et médicales. Un bilan des patients présentant des nausées et des vomissements en début de grossesse doit être rapidement envisagé pour exclure les causes graves ou potentiellement mortelles de nausées et de vomissements. Je vous remercie.